Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur Vox Africa. Nous sommes ici à N'Djamena, c'est au Tchad, dans le cadre de ces élections présidentielles qui auront lieu pour le premier tour le 6 mai prochain. Et comme nous vous avons promis, nous allons rencontrer la plupart, sinon tous les candidats à cette élection présidentielle pour leur permettre d'exposer leur vision du Tchad de demain. Et ce soir, nous avons rendez-vous avec Success Masra, qui est le président du Parti des Transformateurs et qui est également Premier ministre du Tchad. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici à N'Djamena. Alors la première question comme mise en bouche, comment est-ce que vous vous sentez dans cette posture de candidat à l'élection présidentielle? Enthousiaste. Je dois dire je me sens nourri par une sorte d'énergie renouvelable que j'ai vue à travers tout le pays, dans toutes les couches sociales. Nous avons fait du porte-à-porte, ce que nous avons appelé le lalécou présidentiel, pour aller à la rencontre des Tchadiens et des Tchadiennes, partout, dans toutes les couches sociales. Et il y a une sorte un peu de vague de justice et d'égalité, de demande de justice et d'égalité, une attente de changement, une espérance de changement. Et donc, ceci, je l'ai vu partout, en commençant par le nord du pays, l'est du pays, et en redescendant jusqu'à ici à N'Djamena, dans les 10 arrondissements où nous avons eu l'occasion de faire cette sorte un peu de porte-à-porte. Et c'est avec cette énergie-là que nous poursuivons à l'intérieur du pays pour aller dans les profondeurs du Tchad tout entier. Mais une espérance aussi que je vois au niveau de la diaspora, avec laquelle je vais avoir aussi des échanges. Alors, Success Masra, vous êtes devenu entre-temps Premier ministre il y a quelques mois, une décision pas très bien comprise. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'être Premier ministre? Je me sens comme mandataire du peuple. Le peuple tchadien, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais choisi librement et démocratiquement ses dirigeants. Il suffisait d'être à bord de quelques pick-up, de créer un mouvement rebelle et de venir s'imposer aux Tchadiens. Voilà le drame dans lequel nous sommes. Et moi, adepte de la démocratie, mais surtout du leadership serviteur, où Vox Populi doit être Vox Dei, le choix du peuple doit s'imposer. Mon rôle en rentrant dans le cockpit de la transition qui a démarré il y a 3 ans, c'est de m'assurer que ce vol qui a atteint une sorte un peu de point d'orbite puisse atterrir à l'aéroport de la démocratie. Donc je me sens comme mandataire de ce peuple-là, dans cet avion-là, en tant que copilote, pour m'assurer que nous allons veiller à ce que les Tchadiens eux-mêmes choisissent librement leurs dirigeants. C'était la première mission qui m'a été assignée et nous sommes en train de nous organiser justement pour que d'ici le 6 mai, les Tchadiens puissent choisir celui qui sera leur pilote principal pour l'avenir. Et je souhaite et je pense que je suis mieux préparé aujourd'hui à être le pilote du prochain vol dont la destination doit être celle des opportunités, de la sécurité pour chaque Tchadien et chaque Tchadienne. Voilà l'enjeu d'avenir pour faire en sorte que la justice, l'égalité, sans lesquelles il n'y a pas de dignité pour un peuple, puisse être au rendez-vous. C'est ce projet d'espérance-là que je porte. Alors tout ça est très bien dit, Success Masra, mais est-ce que vous êtes encore crédible aujourd'hui? Vous savez, nous sommes arrivés à un moment où notre pays a besoin de perspective. Et cette perspective doit aussi se faire dans la réconciliation. Aujourd'hui, regardez la popularité dont je jouis dans tout le Tchad. Nous avons dû signer un accord de réconciliation. Un accord de réconciliation, c'est entre 2 camps. Vous savez, un peu comme Mandela et de Klerk, à un moment donné, il fallait mettre l'intérêt du peuple au-dessus de tout. Ceci nous a permis de faire quoi? De nous asseoir à la table, avec des points divergents, certes, mais de privilégier l'intérêt suprême du pays. Réconcilier un peuple, c'est important. Et un pays comme le nôtre, qui est passé par des moments de turbulence récurrents depuis des décennies. Nous avons des présidents tchadiens qui sont morts en exil. 2 présidents qui sont allés hors du Tchad en exil. 2 qui ont été assassinés au pouvoir. Aucun changement démocratique dans l'histoire de notre pays. Donc tout ça, ce sont des blessures, des plaies qui nécessitent un pansement. Donc les hommes d'État, à un moment donné, doivent être capables de pouvoir se réunir autour de la table et de privilégier l'intérêt suprême. C'est ça que j'ai mené comme combat et qui nous permet aujourd'hui d'être capable d'organiser les élections. Je l'entends très bien, vous avez parlé de votre popularité, mais on peut aussi parler aujourd'hui d'une sorte d'impopularité. Success Masra a forcément perdu énormément en termes de popularité avec cette décision. Comme vous le savez, il y a des gens qui aujourd'hui vous en veulent considérablement pour ce choix. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Vous savez, nous avons lancé le mouvement des transformateurs il y a 6 ans.
il nous a fallu 4 ans pour avoir le droit d'exister comme parti politique. C'est la plus longue marche dans l'histoire de notre pays. Il nous a fallu 5 ans pour avoir le droit d'organiser un meeting. Il nous a fallu dans la douleur, avec même du sang pratiquement, pour avoir le droit de faire quoi? Le droit de marcher, le droit d'organiser un meeting, d'organiser une réunion publique. Et lorsque le maréchal, paix à son âme, a senti qu'en 2021, je pouvais le battre à une élection, qu'est-ce qu'il a fait? Il a modifié la Constitution pour m'empêcher d'être candidat à la présidence de la République, me proposant au passage de me nommer Premier ministre, ce que j'avais décliné. Et nous avons continué la lutte, avec mes amis, avec mes soutiens, avec ce peuple qui croit dans la justice et l'égalité. Et puis nous sommes arrivés à cette situation aujourd'hui où les militaires sont arrivés avec une promesse qui est d'organiser les élections sur 18 mois. Ça n'a pas eu lieu. Le peuple s'est révolté. Il y a eu des massacres qui ont eu lieu, que tout le monde reconnaît. Voyez-vous? Et malgré tout cela, nous nous sommes engagés pour un pays réconcilié. Et donc, mais dans ce sens-là... Si vous permettez, Monsieur le Premier ministre, je vais vous relancer. Et je chute. Allez-y, puis je vais vous relancer. Et dans ce genre de moments, on a besoin des hommes et des femmes d'État capables de dessiner un chemin malgré les vallées, malgré les difficultés. C'est ce chemin-là que moi, en tant que Mandela-phile, j'ai choisi parce que je me considère comme un Mandela-phile. Et c'est lorsqu'on a beaucoup à perdre d'une certaine manière que la valeur d'une concession ou la valeur d'un engagement pour la réconciliation est plus importante. Et donc c'est ce chemin-là qui est un chemin très fin, mais qui est un chemin nécessaire pour permettre à ce pays-là de se projeter vers l'avenir. Et donc de permettre finalement aux Tchadiens que l'agenda démocratique revienne sur la table. Et aujourd'hui, tous ceux qui croient dans ce chemin-là, ils sont solidement ancrés autour de moi. Et donc moi je ne considère pas que l'important, au-delà de la popularité dont je jure, au-delà peut-être des incompréhensions ponctuelles, ces incompréhensions ont dû trouver des réponses. Ceux qui, au début, n'avaient pas compris pourquoi nous avons privilégié quand même le chemin de la réconciliation se retrouvent. Mais on va en venir sur ces ça. Quand on vous écoute, on a envie de se demander pourquoi vous refusez d'être Premier ministre en 2021 et vous l'acceptez en 2024. Vous avez refusé d'être nommé par le père, vous acceptez d'être nommé par le fils. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une forme d'incohérence dans cette démarche? Au contraire. La proposition de nomination hier était une sorte de cooptation pour abandonner le chemin dans lequel je crois. Aujourd'hui, nous sommes dans une cohabitation. Je suis copilote dans un avion qui doit atterrir dans quelques jours à l'aéroport de la démocratie, avec tous les droits pour moi, pour les autres, pour que le peuple tchadien choisisse qui va diriger le peuple pour l'avenir. Et je suis candidat au pilotage en tant que pilote principal de ce peuple-là, pour le porter à la destination telle promise, d'opportunité pour tout le monde. Vous voyez bien que la différence, elle est là. Je suis là, à cette position, non pas parce qu'on m'aime trop, dans un camp ou dans un autre. Je suis là parce que je porte l'espérance d'un peuple avec ce poids politique. Ou aussi parce qu'on avait besoin de vous pour crédibiliser cette élection. Qui me permet aujourd'hui de veiller aux intérêts du peuple. J'en veux pour preuve. Regardez, vous savez, moi j'ai accepté le poste de Premier ministre. J'ai renoncé à mon salaire de Premier ministre. Je travaillais à l'international. Ouais. Bien traité, j'ai abandonné mon salaire pour revenir. Mon traitement international pour entrer au pays. Donc vous comprenez bien que pour les Tchadiens, le fait d'accepter cette responsabilité, c'est pour être là pour veiller à une organisation des élections, un minimum crédible pour tout le monde, de veiller à ce que les Tchadiens, leur choix dans les urnes demain sera respecté, de veiller à ce que les organes ne soient pas unicolores, et de veiller à ce qu'à la fin des fins, que les Tchadiens eux-mêmes, pour la première fois, choisissent leurs dirigeants. Des voix comme les miennes, si elles n'étaient pas autour de la table, eh bien ce serait une sorte un peu de porte ouverte à ce à quoi les Tchadiens ont été J'ai envie qu'on se comprenne bien sur ces SRA. Comme vous l'avez dit, il y a eu du sang. Et c'est trop souvent le cas en Afrique. Politique, élection, rime avec sang. Si vous avez accepté de négocier avec des bifis aujourd'hui, pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant? Est-ce qu'il aurait fallu attendre qu'il y ait des morts? On parle de plusieurs centaines de morts pour vous retrouver dans cette situation aujourd'hui. Est-ce que vous pensez à ceux-là qui ont payé le plus lourd tribut, qui vous voient aujourd'hui assis à la même table que ceux que vous étiez censés combattre? Vous savez, je suis le dernier homme politique à avoir vu le président Déby 4 semaines avant sa mort. Je lui ai proposé exactement la même chose que je propose aujourd'hui à son fils. Pour lui dire quoi? Qu'il écoute l'appel et l'espérance de ce peuple. Qu'est-ce qu'il a préféré faire? Nous éliminer
de la course à la présidentielle, s'entêter pour un 6e mandat. Cela a été fatal. Et aujourd'hui, ma position aujourd'hui, c'est une position pas personnelle, c'est une position pour veiller à ce que la voix du peuple ne soit pas exclue, pour que la demande de changement de ce peuple-là ne soit pas exclue de la table. Et êtes-vous en train de me dire que c'est totalement inapproprié que des gens qui veulent marcher pacifiquement soient tués? Vous avez raison. Est-ce que c'est pas approprié que des gens qui veulent avoir une réunion publique pour exprimer leur opinion soient tués? Vous aurez raison de dire cela. Que ce ne soit pas approprié que des gens qui veulent simplement avoir le droit de choisir leurs dirigeants aient été tués. Mais qui les a tués? Ce n'est pas ma personne. Ce peuple qui demande la justice, l'égalité, justice, égalité, c'est la chanson de tous ceux qui étaient sortis, les mains vides, sur lesquels on a envoyé des chars, sur lesquels on a envoyé des armes. Et qui ont été massacrés. Et qui ont été massacrés. Et du fait de votre accord, les responsables ne seront pas punis. L'accord est un accord pour projeter le pays vers l'avenir, voyez-vous. Et cet accord avait pour objectif notamment de s'assurer que, en dehors de ceux qui ont été tués que vous évoquez, dont la mémoire doit être honorée, et nous voulons, dans un cadre réconcilié, nous inscrire dans une démarche de type vérité, justice, réparation, réconciliation. Là encore, l'Afrique du Sud nous a inspirés. Moi qui suis un Mandela Fil et un Desmond Tutu Fellow, je crois en cela. Mais au-delà des morts, il y a des jeunes de 25-30 ans, qui sont la vaste majorité de ce pays, des milliers, qui ont été condamnés à vie. Et donc qui devaient vivre, mais avec une sorte d'épée de Damoclès sur eux. Ceux-là, l'accord a permis de faire quoi? D'effacer leur condamnation injuste. Moi, mon rôle en tant qu'homme d'État, c'est à la fois de me préoccuper des morts injustes. Mais ces morts injustes, c'est un cumul sur 60 ans. Il faut mettre fin à cela. Je suis candidat à mettre fin à tout cela. Mais en même temps, je dois me préoccuper de ces jeunes vivants qui ont été condamnés de manière totalement arbitraire. Je vous ajoute une autre chose. En rentrant au Tchad, saviez-vous que je faisais l'objet de mandat d'arrêt international? Totalement inapproprié. J'ai pris, moi, le risque de rentrer au pays alors que le mandat d'arrêt international n'était pas encore enlevé. Mais vous avez la garantie, parce que l'accord a été discuté avant. Quand vous revenez sur Cess Masra, vous n'allez pas nous faire croire que vous ne saviez pas déjà pourquoi vous revenez. Non, mais l'accord qui a été signé, qui est rendu public, prévoyait qu'il y avait possibilité de discuter sur la question du mandat d'arrêt international. Mais j'ai pris le risque, moi, de rentrer. On aurait pu me dire, le mandat d'arrêt, finalement, la justice a dit qu'on n'y touche pas. Mais au lieu de ça, on vous a nommé Premier ministre. Ah ben, on ne me nomme pas Premier ministre parce que il s'agit de ma personne. Parce que Masra Succès représente une espérance portée par des millions de Tchadiens. Et cette voix, si elle n'est pas autour de la table, pour qu'on travaille ensemble à instaurer la démocratie dans ce pays, ce serait une sorte un peu d'impasse. Donc nous sommes dans, je finis par là, une cohabitation. C'est rare en Afrique centrale, c'est rare en Afrique, mais c'est une réalité. Oui, c'est pour ça d'ailleurs. C'est une cohabitation assez particulière, parce que le principe d'une cohabitation, c'est pas ce qu'on vit ici. La cohabitation n'est pas le fait du prince, parce qu'aujourd'hui, vous êtes Premier ministre parce que Déby l'a voulu. Vous n'êtes pas Premier ministre parce que vous êtes imposé à travers les urnes normalement. C'est pour ça que c'est pas une cohabitation au sens pur du terme. C'est une mauvaise appréciation. C'est plutôt une alliance. Non, c'est une mauvaise appréciation puisque nous sommes en transition. Oui. C'est ça qui vous a échappé? Non, pas du tout. Oui, nous sommes dans une transition. Et dans une transition, personne n'est élu. Déby est-il élu? Non, justement. C'est pour ça que je dis, parler de cohabitation dans ce cas de figure, ça ne tient pas totalement. Tous les autres acteurs autour de la table, personne parmi nous n'est élu. Voyez-vous? Donc, c'est des rapports de force politiques qui permettent aux uns aux autres d'être autour de la table. Je suis Premier ministre de la République au nom d'une constitution, dans le cadre d'une démarche globale qui doit permettre qu'ensemble, nous nous présentons devant le peuple qui va choisir ses dirigeants démocratiquement. Ni les militaires qui sont arrivés ne sont élus, ni moi ne suis élu, ni les autres au Conseil national de transition sont élus. Nous sommes dans une transition, c'est de la cohabitation qui fait que je sois aujourd'hui la deuxième personnalité du pays pour permettre quoi? À ce que la démocratie soit au rendez-vous. Vous voyez? C'est ça qui est totalement nouveau dans cette démarche. C'est d'ailleurs pour cela que, voyez-vous, pour beaucoup de gens, qu'un Premier ministre de transition soit face à un président de transition dans une compétition électorale, c'est rare en Afrique centrale, c'est rare en Afrique. Eh bien oui, ça montre bien que nous sommes dans une démarche totalement sérieuse. Alors, on va sortir de cette étape-là. Je vous posais la question pourquoi, parce que vous vous souvenez certainement de la Côte d'Ivoire. Je sais que vous y avez fait un tour pendant votre exil. On a vécu la crise post-électorale en Côte d'Ivoire avec des milliers de morts. Officiellement, à l'époque, on parlait de 3000, mais les chiffres parlent au moins du double.
Après cela, on a revu Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se congratuler en quelque sorte. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il y a eu 6 000 morts sur le carreau. Selon vous, comment on fait pour sortir de cette dynamique qui voudrait qu'on ait l'impression que la vie du peuple, finalement, pour les politiciens, ne vaut pas grand-chose? On peut se combattre aujourd'hui et demain, au nom des intérêts, au regard des rapports de force, décider d'outrepasser. Parce que ceux qui sont morts pour vous, succès se passera, ils mourraient parce qu'ils croyaient en vous. Ils ne s'imaginaient pas un jour que vous feriez, par exemple, cette déclaration du genre « Je fais totalement confiance à Déby ». C'est pour ça qu'ils sont morts. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont morts pour rien? Chaque chose dans son contexte. Est-ce que pour vous, Nelson Mandela est le plus grand leader du XXe siècle? Pas forcément. Alors, pas forcément. Vous voyez, donc on a eu une compréhension, peut-être qui peut être biaisée. Pour moi, c'est le meilleur leader que l'Afrique ait connu. Mandela a attrapé la main de De Klerk. Ils ont eu ensemble le prix Nobel de paix. Ils ont fait la réconciliation. Considérez-vous que Mandela est perdu de sa vigueur ou de sa trame ou de sa grandeur parce qu'il a privilégié la réconciliation autour de la table? Je ne le crois pas. Moi, personnellement, je ne suis pas d'avis que ce soit des situations transposables. Voilà, l'apartheid en Afrique du Sud n'a rien à voir avec des batailles politiques du Tchad. Alors, donc, si vous me demandez de comparer la situation du Tchad en Côte d'Ivoire en me disant qu'on ne peut pas transposer l'Afrique du Sud au Tchad, ne m'évoquez pas le cas de la Côte d'Ivoire. Moi, je vous parle donc de Nelson Mandela, qui pour moi est un repère. Voyez-vous, nous sommes dans un pays, le Tchad, où l'exclusion existe, où la dichotomie existe, où une catégorie de Tchadiens a été considérée comme des citoyens de seconde zone, où l'espérance et l'attente d'un peuple majoritaire, les jeunes notamment par exemple, exclus des champs démocratiques, quand dans une constitution, on met qu'il est interdit aux gens de moins de 40 ans d'être candidats, 80% de la population. À l'époque, on avait parlé d'une loi anti-Masra. Voilà, clause anti-Masra, mais en réalité, c'est un apartheid. Exclure les gens sur la base de leur biologie, c'est de l'apartheid, oui ou non? C'est de l'apartheid. Et donc, c'est pour ça que je peux transposer le cas de l'Afrique du Sud ici. Et qu'à un moment donné, qu'on puisse dire, ceux qui ont exclu hier, et les exclus, se mettent autour de la table pour que 100% des Tchadiens avancent vers un chemin nouveau, avec une nouvelle constitution qui enlève l'exclusion et qui permette que les Tchadiens puissent choisir leurs dirigeants. Moi, faire partie de cette solution, j'en suis plutôt fier. C'est ça, être un homme d'État. Voyez-vous, en Afrique du Sud, il y avait des gens qui ont été massacrés par le régime apartheid, qui ont tiré à bout portant. Est-ce que quelqu'un a dit à Nelson Mandela que parce qu'il a signé ce qu'on appelle le Comprehensive Peace Agreement avec le régime d'apartheid, ça voudrait dire qu'il s'est traversé? Non. C'est ça aussi la grandeur d'un homme d'État. Ça se fait dans la douleur, mais c'est justement pour éviter que demain on se retrouve dans les mêmes situations, qu'il faut se battre. Ça aurait pu être moi. Moi, on a tiré sur moi. On m'a encerclé au siège pendant des jours entiers. On est sorti avec certains de nos camarades, certains sont rentrés avec moi, d'autres ne sont pas rentrés. On est venu me chercher à certains endroits, on n'a pas trouvé, on a trouvé d'autres, on les a tués. Donc, dans cette longue marche vers la transformation de notre pays, dans ce difficile accouchement de la démocratie, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être les autres. Mais un leader, tant qu'il est vivant, il doit faire avancer. La meilleure manière même d'honorer la mémoire de tous ces jeunes qui sont tombés, parce qu'ils croient dans la justice et l'égalité, c'est de porter la vision de justice et d'égalité jusqu'au bout. C'est pour ça que je suis candidat. Au nom de quoi? Pas au nom de Masra, au nom de la justice et l'égalité. Parce que c'est ce cri-là, que j'ai entendu dans tout le Tchad. C'est cet appel-là que j'ai entendu dans tout le Tchad. Donc, aujourd'hui, je n'ai ni abandonné un mètre carré de cela. Je n'ai ni abandonné leur mémoire. Et ma promesse, elle est ferme, irrévocable. Leur mémoire sera honorée éternellement. Et leur lutte pour laquelle nous sommes engagés sera portée au bout. Et pour que ça soit porté au bout, c'est le peuple qui doit décider. Voyez-vous? Donc c'est une cohérence que nous construisons. Mais nous savions avant de nous engager. Ces jeunes-là, saviez-vous, certains parmi eux ont été envoyés en prison 4, 5 ou 6 fois. C'est eux qui aujourd'hui sont autour de moi et sont en train de porter le projet de justice et égalité. Donc vous voyez qu'en fait, les vivants parmi eux sont déterminés, engagés. Parce qu'ils savent qu'en s'engageant à nos côtés, nous prenions tous les risques. Moi, eux, l'ensemble de ceux qui croient dans cette vision-là.
Et donc, c'est avec cette conviction-là ferme chez Vie ouvrière que nous continuons à avancer. Alors, je vous propose maintenant qu'on avance. Il était important qu'on fasse ce retour à l'histoire pour essayer de clarifier un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est fait. Vous êtes Premier ministre et candidat. Alors, vous êtes le président, comme je l'ai dit, du Parti des transformateurs. Le Tchad, comme la plupart des pays d'Afrique, et notamment d'Afrique centrale, a énormément de problèmes. C'est quoi le premier projet de Success Masra président? La meilleure arme à la disposition d'un peuple, c'est ce qui se passe dans son esprit. Et ce qui se passe dans son esprit, c'est son éducation. L'éducation, y compris l'éducation citoyenne, qui est différente de la scolarisation simplement. L'éducation, dans toutes ses composantes. C'est pour ça que je voudrais faire de l'éducation la première priorité de l'État, en budget, en moyens, en rang protocolaire. Et faire en sorte que l'enseignant soit le fonctionnaire le mieux payé dans ce Tchad de demain que je vois. C'est un combat qui, pour moi, au-delà du Tchad, est un combat panafricain. Je me suis rendu à l'Union africaine, j'ai porté cette voix. Je me réjouis que cette année, par exemple, l'éducation soit considérée comme le thème de l'année. Mais on ne doit pas seulement en faire un thème de l'année. Nous devons être capables à l'échelle du Tchad, mais peut-être à l'échelle du continent africain, d'inscrire cela dans ce que j'appelle les clauses colonnes vertébrales, non révisables, de génération en génération. De sorte que peu importe le régime qui arrive, que l'éducation, moi je souhaite qu'il y ait un tiers du budget de l'État tchadien, d'année en année. Et que cette clause-là soit une clause sacrée, qu'on ne révise pas, même si on change de république, on change de régime, que personne ne revienne sur cela. Une fois que l'Afrique, le Tchad, l'Afrique centrale, l'Afrique aura fait de l'éducation l'outil gigantesque de sa propre transformation, vous verrez qu'en réalité, l'Afrique sera imbattable dans le monde. Et dans cette éducation dont je parle, comment nous apprenons notre histoire? Qui sont nos héros? Quelle est l'histoire, notre propre histoire racontée par nous-mêmes? Tout ça, les programmes que nous enseignons à nos enfants, les valeurs que nous enseignons à nos enfants, la dimension citoyenne, la dimension patriotique, etc. Tout ça doit rentrer dans le nombre des choses que nous devons faire. Pour donner un exemple, j'ai pris un arrêté, que j'ai appelé l'arrêté patriotique, obligeant chaque administration publique, tous les premiers lundis ouvrables du mois, à lever les couleurs du drapeau national et imposer ça dans toute la République. Apprendre aux gens à mieux comprendre notre histoire, etc. Tout ça rentre dans le package d'éducation, leur donner les outils du monde qui vient. Et alors, à ce moment, ils seront capables d'inventer les solutions du monde qui vient. Donc, à travers l'éducation, c'est quoi? C'est centrer l'humain. C'est un développement à visage humain, un projet de société à visage humain où l'humain est au centre, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, c'est autour de l'humain que tout mon projet de société est bâti, de manière à ce qu'au-delà de l'éducation, l'humain. Alors, on a envie de dire que c'est très bien, mais il y a aussi ce qu'on peut considérer comme des préalables, parce que pour pouvoir éduquer, pour pouvoir former, pour pouvoir transformer justement les mentalités, il faut de la sécurité, ce qui n'est pas totalement le cas aujourd'hui. Et il faut aussi un élément qui manque cruellement au Tchad, c'est l'énergie. Commençons par la sécurité. Comment est-ce que vous comptez procéder pour régler ce problème dans ce pays qui vit, comme vous l'avez relevé en introduction, une instabilité depuis plusieurs décennies? Alors, j'ai mis en exergue la dimension éducative, parce que vous m'avez demandé c'est quoi le premier. Ouais. Mais permettez-moi de m'attarder 2 secondes sur le corpus global de mon projet de société. Allez-y. Je considère que c'est un projet de société qui doit faire bouger le Tchad d'un Tchad unijambiste à un Tchad sur ses 2 jambes. Le Tchad qu'on a présenté au monde, la dimension sécuritaire. Mais je considère le Tchad comme un homme ou une femme, comme vous et moi. Vous ne pouvez pas choisir entre votre jambe gauche et votre jambe droite. La jambe gauche, c'est la sécurité. La jambe droite, c'est le développement. Il faut les deux au même moment. Même l'aigle, puissant oiseau, si vous lui cassez une aile, elle n'ira nulle part. Vous voyez? Donc, nous devons être capables de faire en sorte que la sécurité dans notre pays, nous l'apportons aujourd'hui. Nos forces de défense et de sécurité sont aujourd'hui à 20% de leur potentiel. Je voudrais porter à 100% de leur potentiel. Pour utiliser une image, je voulais faire porter des forces de défense et de sécurité 2 étoiles à des forces de défense et de sécurité 5 étoiles. Et donc, elles deviendront redoutables.
pour assurer la sécurité des Tchadiens sur les 1 284 000 km², mais aussi pour porter secours dans une dimension panafricaine, qui est la vocation et le rôle de notre pays. Nous sommes descendants des Sao, peuple des géants, berceau de l'humanité. Nous ne pouvons pas avoir une dimension, je dirais, rabougrie. Donc notre ambition doit être au-delà du Tchad, de servir dans l'espace Sahel et au-delà. Donc il faut porter ces forces-là, des forces 2 étoiles à des forces 5 étoiles. Je pourrais revenir là-dessus à travers les mesures concrètes que nous allons faire. Deuxième jambe, la jambe de développement. Nous sommes aujourd'hui, malgré les ressources que nous avons, nous voilons 50 fois le Rwanda, 50 fois Israël en termes de superficie, avec des richesses incroyables. Où sommes-nous? Dernier en indice de capital humain, de développement humain. Et dans ça, la question de l'énergie est là. Mais le package de développement, ça c'est la deuxième jambe. Je l'appelle, allez, un paquet, un foyer, un paquet minimum de dignité. Et dans ce paquet minimum de dignité, qui est un paquet de développement minimum, c'est valable à la fois pour les milieux urbains, mais les milieux ruraux. 70% de nos populations vivent dans les milieux ruraux. Il y a 22 000 villages. Dans chaque village, une école. Un village, un centre de santé. Un village, une source d'accès à l'eau. Un village, une source d'accès à l'énergie. Dieu nous a donné l'énergie sur tout le Tchad, 350 jours sur l'année. On a du soleil. Une source d'accès à l'énergie solaire. Une unité de transformation des produits locaux et d'évacuation de ces produits sur les marchés. C'est un paquet minimum en 5 éléments de dignité dont chaque village a besoin. On a 22 000 villages repartis sur le territoire. Ça fera un développement inclusif. Donc, on doit repackager, reconceptualiser les projets de développement de manière à ce que ça réponde à l'essentiel. Faire ça pour les villages, c'est 70% des problèmes du Tchad en moins, avec un focus sur la jeunesse et les femmes qui représentent la vaste majorité. Ça, c'est au niveau des milieux ruraux. Au niveau des milieux urbains, en plus de cela, les gens ont besoin de quoi? D'emploi. 200 000 jeunes Tchadiens rentrent sur le marché de l'emploi. Il faut, leur donner des perspectives dans le milieu de la fonction publique. Je voudrais faire en sorte que l'accès à la fonction publique soit sur concours, sur le mérite, avec des contrats de performance et des résultats. Et je voudrais créer un environnement propice pour que le Tchad devienne une sorte de start-up nation, où les gens peuvent créer des entreprises et se prendre en charge. Tout le monde ne va pas aller à la fonction publique. Il faut renvoyer à la fonction publique, pas les bras cassés, les meilleurs. Et ensuite permettre aux autres de se recycler, de se former, ou alors de créer leur propre entreprise. Donc je veux des champions nationaux et des partenariats qui feront grandir le gâteau tchadien et nous allons partager. Donc ça pour moi, c'est le paquet minimum qui doit permettre d'y arriver. Et pour ça, il y a des secteurs prioritaires. L'agriculture. Quoi que vous fassiez, vous avez besoin de manger. L'élevage. Nous sommes le 3e pays en termes de cheptel animalier. Nous importons du lait, nous importons les chaussures, nous importons les ceintures. Inacceptable. Donc la viande faite au Tchad doit être vendue au monde entier à travers un guichet unique. Le lait made in Tchad doit être vendu à travers le monde entier. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire, qui va rapporter énormément de revenus en vendant aux pays voisins, par exemple. Et tout. En dehors de cela, il y a l'économie du XXIe siècle, l'intelligence artificielle, les technologies. Avec ça, vous pouvez être au fin fond d'un village tchadien, mais être ouvert au monde. Ça fait partie des choses que nous voulons mettre sur la table. Et pour l'industrialisation, permettez-moi de m'attarder là-dessus. Aucune transformation de l'Afrique, du Tchad n'est possible, de l'Afrique n'est possible sans l'industrialisation. Et pour industrialiser, il faut de l'énergie. Parce que l'énergie, et c'est ma thèse de doctorat qui le démontre, explique 60% de la croissance d'un pays. Donc si vous n'avez pas d'énergie, c'est un drame pour le Tchad, mais c'est un drame pour l'Afrique. 60% pratiquement des Africains n'ont pas l'énergie. Et donc, on ne peut pas se développer sans énergie, en utilisant notamment les énergies renouvelables. Voyez-vous, tout ça, si on est capable de le faire, et qu'on a une diplomatie économique et sécuritaire qui permette d'avoir le rayonnement grâce à la diaspora, etc., tout en misant un peu sur l'art, la culture, le sport, tous ces éléments de rayonnement, alors à ce moment-là, le Tchad sera admiré de ses voisins, comme je l'ai toujours souhaité, et comme les pères et les fondateurs. Alors, compte tenu de votre background, je vais vous poser une question qui peut sembler facile. C'est très bien ce que vous avez développé, mais d'où vient l'argent? Comment on finance ça? Alors, est-ce que vous savez qu'il y a plus de 100 milliards de dollars qui quittent l'Afrique chaque année à cause des flux illicites, de la corruption? Bien sûr. Et il faut commencer par être intraitable sur la question. Contrat de performance, obligation de résultat, et à partir de maintenant et pour l'avenir, les 1 franc, les 1 dollar, les 1 euro, ou je ne sais plus quoi, n'importe laquelle monnaie que nous aurons demain, qui doivent être dédiés
au secteur prioritaire, à résoudre les problèmes des Tchadiens, que cet argent-là y aille. Ça commence par avoir un système qui est intraitable sur la question de la corruption, avec des contrats de performance, avec ce que je veux généraliser dans tout le pays. Voyons. Ça, rien que ça, empêcher aux flux illicites de quitter le territoire tchadien, rien que ça, c'est déjà gigantesque. Et puis, il y a l'épargne locale. Vous allez, pour rester sur les flux illicites, est-ce que vous allez vous attaquer aux multinationales qui exercent au Tchad? Parce qu'on parle souvent de flux illicites, on oublie que l'un des problèmes dont souffre le continent, c'est justement cette évasion fiscale entretenue par un système très bien huilé qui fait en sorte que ces entreprises ne payent pas correctement les impôts pour celles qui acceptent de payer. Je veux créer un environnement propice pour attirer les investisseurs étrangers, africains ou non africains, qui doivent avoir un retour sur leur investissement, mais de façon légale et de façon licite. Et je serai intraitable sur tous les flux illicites. Ça, c'est important. L'épargne locale. Les gens thésaurisent l'argent. Je vois beaucoup de nos commerçants ici qui ont l'argent dans leur sac, dans leur sundouk. C'est une pratique. Oui, c'est une pratique parce qu'on ne leur a pas donné de la perspective en termes d'investissement, de ressources d'investissement, etc. Lorsque nous allons créer, nous lancerons par exemple des emprunts de dignité qui permettront en tout cas aux Tchadiens eux-mêmes de cofinancer leurs projets transformateurs, des grands projets, des grands secteurs, des secteurs prioritaires. Tout ça, de faire en sorte qu'au niveau national, mobilise les gens. Ensuite, lorsque vous créez un environnement propice, où la règle de droit est au rendez-vous, justice, égalité. Dans justice, il y a la justice commerciale, il y a la justice des investissements. Vous créez vous savez, l'investissement, c'est d'abord une perception. La confiance, là, c'est du ressenti. Lorsque vous allez créer cet environnement, il y a de l'argent dans le monde, il y a de l'argent dans l'Afrique, qui attend seulement d'avoir un environnement propice. La bonne nouvelle, c'est qu'avec des gens comme nous, arrivés à la tête du Tchad, nous allons créer un environnement propice aux affaires qui fera revenir les ressources. Ensuite, il y a ce que j'appelle les partenariats publics-privés, qui créeront un effet levier. L'État met quelque chose et le privé met, et ça crée une synergie d'efficacité. Et puis ensuite, si vous créez un environnement propice à la création de la richesse, vous voyez, vous permettez aux gens d'augmenter le gâteau. Et donc, vous êtes capable même d'avoir une pression fiscale moindre, de créer un environnement plus attractif. Et ça peut nous permettre vraiment de créer davantage de la richesse. Il y aura plus de richesse. Et puis ensuite, d'avoir une politique de redistribution aussi, qui permettra d'avoir des équilibres. Et à l'échelle du Tchad, il y aura des pôles économiques. Il y a des régions entières. Prenez l'est du pays, les tomates, les oignons, etc. Et qu'est-ce qu'on transforme de ce côté-là? La région du centre, la viande, la peau, tout ce qui va avec. Vous allez dans le sud, vous avez les fruits. Qu'est-ce que nous en faisons? Vous avez la gomme arabique. Donc vous voyez qu'en fait, en créant des pôles économiques stratégiques, vous allez aussi créer de l'emploi dans ces régions-là. Et vous connecter avec des pays voisins, avec des ouvertures sur la mer, etc. Donc, c'est tout ça que nous entendons réaliser. Et ça, c'est une méthode aussi. Une méthode nouvelle qui est la méthode des contrats de performance et des résultats. Tous les ministres, tous les directeurs des entreprises, parapubliques, etc., signeront avec moi en tant que chef de l'État des contrats de performance et de résultats. Ils seront évalués périodiquement. Tous les 3 mois, ils rendront compte et sur 1 an, à la fin de l'année, ils sont évalués. Comme dans les entreprises privées, il faut ramener dans le secteur public l'état d'esprit du secteur privé orienté résultat. Et alors, vous avez un nombre restreint de ministres. Moi, je souhaite avoir 2 fois 12. 12 femmes, 12 hommes, talentueux, avec un Premier ministre, bien payé, très bien payé, mais alors, zéro tolérance en matière de corruption. Et chacun d'eux devient une sorte de VRP du pays, qui mobilisera aussi des ressources dans son secteur, etc. Et ceux qui mobiliseront beaucoup de ressources seront rétribués. Quand ils ramènent les dons, par exemple, une partie de ce don leur sera payée en success fees, une sorte de commission de succès. Et là, vous transformez chaque acteur public en une personne orientée résultat. Et avec ça, je suis persuadé que nous allons y arriver. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup de perspectives. Et ce que je viens de vous évoquer, c'est sans compter les réserves que nous avons. L'or, le pétrole et tout ce qui va avec. Donc, tout ça doit venir huiler pour créer la diversification économique pour l'avenir. Alors, on va laisser ceux qui nous écoutent en juger et on verra ce qu'il adviendra si jamais vous êtes aux affaires. Nous serons là pour suivre, parce que vous savez, l'émission est enregistrée, elle est archivée, on vérifiera si les paroles tiennent leurs promesses. Si vous permettez, on va parler un peu d'international. Ouais. Et on va parler bien loin. L'AES, qu'est-ce que ça vous inspire? Des pays africains
qui veulent s'organiser. Moi, je pense que le plus important, ce n'est pas les noms des organisations, c'est l'efficacité que nous devons avoir. L'Afrique, durant ces 60 dernières années, n'a pas manqué de noms. Même l'Union africaine et le changement de l'Organisation de l'Unité africaine. Est-ce que les peuples ont l'impression que ça a changé leur vie? Voyez-vous, nous devons nous attaquer en Afrique à des problèmes précis et faire confiance au peuple pour choisir leurs dirigeants, pour savoir ce qui est bien pour eux, sans condescendance, sans imposition de quoi que ce soit, de quelque agenda que ce soit. Mais il y a des défis, par exemple, des défis sécuritaires. Des pays de l'AES sont voisins du Tchad. Les défis de lutte contre le terrorisme, de partage d'éléments communs, etc. Ces défis ne vont pas changer en fonction de qui appartient à quelle organisation. Oui. Donc, moi, chef d'État du Tchad, mon ambition, ce serait de travailler avec tous les pays africains déjà, avec tous les voisins déjà, avec tous les pays de l'espace Sahel. Et ensuite, de pousser pour un agenda africain, panafricain, avec des grands ensembles. Là, on va parler un peu de panafricanisme, Success Masra, mais est-ce que ce n'est pas un discours très angélique ce que vous tenez, travailler avec tous les pays africains? C'est beau de le dire, mais dans la réalité, vous le savez, ce n'est pas possible, parce que les intérêts sont totalement divergents. Je vous posais la question de l'AES à dessein, parce que, comme vous l'avez relevé, le Tchad est voisin. Le Tchad fait partie du Sahel et ces pays que sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont choisi d'embrasser un autre chemin. Est-ce que vous, Président, vous pourrez rejoindre l'AES? Je reformule ma question. Vous savez, moi je crois dans le panafricanisme du XXIe siècle qui est le leadership serviteur. Et sur cet angle-là, je crois qu'avec tous les dirigeants qui ont à cœur le leadership serviteur pour leur peuple, nous nous retrouverons. Nous avons co-créé avec Ousmane Sonko l'inter-africaine progressisme. Alors même que beaucoup de pays africains, les leaders, ils sont dans l'international libéral, dans l'international socialiste. Et nous avons dit, mais pourquoi on est obligé de s'allier à quelque chose dont d'ailleurs, dès que certains intérêts se trouvent en jeu, eh bien, ils se retrouvent tous et les Africains sont comme les dindons de la farce. Nous n'en voulons pas. C'est pour ça qu'on a voulu créer l'inter-africaine progressiste. Voyez-vous. Et moi, mon intime conviction, c'est que le leadership, le panafricanisme du XXIe siècle, c'est le leadership serviteur. L'important pour les dirigeants, c'est de servir leur peuple. Et s'ils peuvent mutualiser leurs moyens, ils doivent les mutualiser. Mais chaque État est souverain. Chaque État est souverain et ça n'empêche pas que nous puissions travailler ensemble. Donc ce n'est ni un angélisme, ni une naïveté. Mais je voudrais qu'on aille à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est nos intérêts communs copartagés. Et ne pas nous laisser enfermer dans des appellations, dans des organisations, nombreuses soient-elles, pour les peuples. C'est pour ça que je crois en l'Union africaine des peuples, davantage qu'à une Union africaine qui est perçue aujourd'hui par des peuples africains comme un regroupement rhétorique, régulier, annuel des dirigeants, qui parfois même ne sont pas exigeants les uns envers les autres. Donc, moi, je souhaite qu'en Afrique, si nous voulons un vrai panafricanisme, il faut des dirigeants serviteurs de leur peuple. Et quand on a des dirigeants serviteurs de leur peuple, 4 ou 5 assis autour de la table, on n'a pas besoin de leur dire quoi que ce soit, ils feront naturellement ce qu'ils doivent faire. Je vous posais cette question à dessein, parce que comme vous le savez, on a la chance à travers Vox Africa de faire vraiment le tour de l'Afrique, on a fait le tour des pays de l'AES, et le nom Success Masra est très souvent revenu. Vous aviez à un moment donné incarné, pour ces jeunes de l'Afrique de l'Ouest, l'espoir d'une réelle transformation en Afrique centrale. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Parce que ceux que j'ai rencontrés récemment estiment que Success Masra a totalement trahi la cause. Et ils ne se retrouvent plus en Success Masra qu'ils présentaient comme un jeune panafricain engagé. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes Maliens, ces jeunes Burkinabés, ces jeunes Nigériens qui certainement vont vous regarder? Vous savez, les histoires des peuples sont singulières et différentes. Mandela, jusqu'à la fin de sa vie, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne lui ont pas pardonné? Bien sûr. Voyez-vous. Bien sûr. Moi, je ne me lève pas le matin en regardant les variations des opinions des uns et des autres. Le chemin que nous traçons. Je vais vous donner un exemple. Le Sénégal a commencé à voter en 1920, avant les indépendances, et a connu combien d'alternances? 5-6 alternances démocratiques. Vous pensez que la stratégie politique d'un Ousmane Sonko au Sénégal peut être la même stratégie politique au Tchad, où on n'a jamais connu d'alternance politique, démocratique, où les successions au pouvoir se sont faites par les armes? Donc, si quelqu'un pense qu'on peut copier et coller une stratégie politique à un endroit, il se trompe littéralement. Moi, j'ai choisi d'abandonner mon confort à l'international pour rentrer au Tchad.
et pour m'engager, pour faire face au maréchal, les mains nues, et pour présenter une perspective nouvelle du bas vers le haut, avec des jeunes, de nouvelles générations, pour bâtir un dialogue intergénérationnel, pour avancer. Voyez-vous, ça s'est fait dans la douleur. Ça s'est fait avec beaucoup de difficultés. Mais c'est un difficile accouchement de la démocratie. Je suis venu au Tchad pour faire accoucher de la démocratie. Je ne suis pas venu au Tchad pour simplement organiser des alternances. C'est déjà faire accoucher de la démocratie. C'est une stratégie différente. C'est une approche différente. Et donc, je suis totalement engagé vers là. Et quand vous voyez à l'échelle de ce pays, regardez, quand je me déplace à l'intérieur du pays, je suis rentré au Tchad, la caravane que j'ai organisée, la plus grande caravane populaire de l'histoire de ce pays. Et aujourd'hui, qui mobilise davantage de Tchadiens dans cette campagne électorale que nous menons, dont nous sommes convaincus de pouvoir même gagner au premier tour? C'est bien parce que ce peuple me fait confiance. Voyez-vous. Et donc, moi, je reste focus sur ça. L'histoire des peuples, parfois, c'est a posteriori que certains comprendront. Pourquoi on a pris telle ou telle décision. Mon rôle en tant que leader, c'est de frayer un chemin. Ce n'est pas de construire des impasses, c'est de construire des chemins. Et parfois, pour construire des chemins, il y a des concessions à faire. Et quand on fait des concessions, l'important, c'est de garder sa colonne vertébrale et de continuer à avancer. Aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer. Il y a 6 ans, en arrivant ici, mon parti ne pouvait pas exister. Les jeunes ne pouvaient pas être candidats. Dans la Constitution, fabriquée, dans des lois fabriquées, on ne pouvait même pas faire la caravane à l'échelle du pays. Faire ce que j'appelle aujourd'hui l'allée-cour présidentielle, nous balader dans tout le Tchad. Ça, c'était une révolution déjà dans l'histoire de ce pays. Ensuite, de bâtir aussi un état d'esprit. Parce que la première des transformations, c'est la transformation des états d'esprit. Aujourd'hui, les Tchadiens débattent, parlent de la politique, s'approprient la vie politique. Ce n'était pas donné. Donc, nous avons installé dans ce pays une école de la transformation qui a fait qu'aujourd'hui, la barre, elle est mise haute. Ça permet aussi au pays de progresser. Et dans quelques jours, nous allons veiller avec le peuple, dans une sorte un peu de sentinelle citoyenne, à ce que le choix du peuple dans les urnes soit respecté. Voyez-vous, voilà les pas, les progrès que nous sommes en train de faire pour nous assurer que nous allons y arriver. Est-ce que c'est difficile? Oui. Est-ce que le chemin est tight? Oui. Mais quand le chemin est dur, seuls les durs tracent le chemin. C'est ça l'enjeu, c'est ça notre engagement et c'est ça notre conviction. Alors évoluons, et il y a une question que je ne m'en voudrais de pas vous poser, vous avez certainement eu à répondre, mais j'aimerais revenir là-dessus. Il y a effectivement cette fameuse relation avec les autres pays. On parle de la poussée de la Russie en Afrique, que tout le monde voit venir. Il y a naturellement la France qui continue à faire de la résistance, notamment en Afrique centrale. Et il y a au Tchad l'épineuse question des bases militaires. Je vous ai écouté sur un autre média que je ne vais pas noter, mais j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Est-ce que oui ou non, je sais que les politiques n'aiment pas répondre par oui ou non, est-ce que oui ou non, si vous êtes président aujourd'hui, vous fermerez des bases militaires françaises au Tchad? Vous savez, je l'ai dit à la répétition, la pédagogie de la répétition. Aujourd'hui, même les Français ne sont pas fiers de ce qui est fait à leur armée. Vous ne pouvez pas parler au nom des Français. Oui, je voudrais dire, donc c'est important qu'ils comprennent. Il y a un problème. Le domicile des forces françaises, c'est en France. Et une armée, fût-elle une armée, d'aide, lorsqu'elle demeure trop longtemps, je pense que c'est quelqu'un qui disait qu'une armée même de libération, qui dure plus longtemps, devient une armée d'occupation. Et le monde du XXIe siècle, la demande des populations du XXIe siècle, et moi qui vous parle là, je suis le petit-fils des tirailleurs tchadiens. Comme vous savez, nous étions les premiers à répondre à l'appel du général de Gaulle pour leur porter secours. Était-ce vraiment un appel? Pour les assister, peu importe, nous étions partis porter secours et on a payé un prix fort. Les Américains aussi sont venus aider les Français. Est-ce que vous avez eu une base américaine en France? Non. Est-ce que ça empêche à la France d'avoir un rapport privilégié avec les États-Unis? Non. Voyez-vous. Et donc, le XXIe siècle, nous devons être capables de dépoussiérer un certain nombre de choses. Et le chemin d'avenir, c'est forcément pas des présences ad vitam aeternam des troupes. Parce que la politique, c'est aussi des symboles. Vous savez, mon sujet de grand oral en sciences politiques à Paris, je l'utilise justement pour mieux illustrer mon propos, c'est quand est-ce qu'un sujet est politique. Parfois, c'est des symboles. Et parfois, les symboles sont plus importants que la substance. Mais en tant qu'homme d'État, demain,
je voudrais être capable de bâtir des partenariats gagnant-gagnant, des partenariats rénovés, totalement du XXIe siècle, qui feront que nous soyons efficaces. On peut travailler à être efficaces ensemble, sans avoir besoin forcément de s'embarrasser des symboles. Et c'est valable pour la dimension sécuritaire que vous évoquez. Et c'est valable aussi pour la dimension économique, monétaire, culturelle. Sur l'ensemble de ces sujets-là, la monnaie, la défense, la culture. J'ai écrit un livre, Le courage de la liberté, dont un chapitre a été consacré à adresser une lettre à la France, mais aussi aux autres partenaires d'Afrique, pour leur parler de l'Afrique du XXIe siècle, qui est une Afrique totalement décomplexée, qui ne veut pas remplacer un drapeau d'un pays par un drapeau d'un autre pays, qui est une Afrique avec des générations décomplexées, dont je fais partie, et qui voudrait parler d'égal à égal avec les autres partenaires pour bâtir des relations nouvelles. Et donc, je prends une perspective très globale qui ne s'arrête pas seulement à la dimension sécuritaire, la dimension culturelle, la dimension linguistique, la dimension économique. Sur l'ensemble de ces sujets-là, nous devons rénover. Et mon ambition, c'est de faire en sorte qu'on ne regarde pas les relations du XXIe siècle avec le loup du XXe siècle. Et donc, c'est ça l'enjeu et c'est ça la perspective que je voudrais ouvrir. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que vous êtes aujourd'hui, en quelque sorte, le candidat de la France? Alors, ça, vous savez... vous n'êtes pas surpris quand je vous pose cette question? Mais ça ne m'a jamais attiré l'attention outre mesure. Vous savez, quand on est arrivé en lançant le mouvement Les Transformateurs, le président Déby, paix à son âme, qui avait reconnu d'ailleurs qu'il a été installé par la France, qu'il a empêché de partir, etc., m'a empêché à mon parti d'exister. Vous avez vu quelqu'un lever le doigt? Non. Lorsque on m'a empêché d'être candidat à la présidence, en changeant la Constitution et instaurant la clause anti-Masra, parce qu'il était convaincu que dans les urnes, j'allais gagner. Comme le cas aujourd'hui. Vous avez entendu un pays, une puissance lever un doigt? Lorsqu'on m'a gazé au siège, qu'on a tué mes militants. Non, répondez à ma question directement. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui le pensent? Ceci n'est pas du jeu. Ce que je suis en train de vous dire, là, il y a eu des vies humaines qui ont été perdues derrière. Moi, j'ai fait l'objet d'une assistance de quelqu'un. Vous avez vu quelqu'un venir à la rescousse, me porter, me faire quelque chose. Donc, vous voyez... vous savez au moins pourquoi on dit ça? Parfois, les gens travestissent. Non, vous savez pourquoi on dit ça? Dites-le moi. Quel est le rôle que le président français, par exemple, a joué dans cet accord qui vous a permis de rentrer? Si vous voulez, on peut dire la France. Vous savez, l'accord a été signé à Kinshasa. Un accord tchadien à Kinshasa, à la cité de l'Union africaine, dans le pays de Patrice Lumumba. L'accord n'a ni été signé à Paris, ni à Washington. Ça, on le sait très bien, mais vous voulez nous dire que la France n'a joué aucun rôle. Emmanuel Macron n'a jamais intervenu dans tout ce qui s'est passé. Je peux vous rassurer que moi, l'accord que j'ai signé, je connais les conditions dans lesquelles ça a été discuté, je connais les acteurs avec lesquels j'ai discuté, je connais le timing avec lequel cela a été fait. Voyez-vous? Et ça a été fait sur le sol africain, entre Tchadiens, avec un regard africain. C'est une première. Et donc parfois, vous savez, les gens peuvent avoir dans leur esprit, il n'est pas interdit, je suis un démocrate, donc je suis prêt à tout entendre. Mais je vous donne donc les faits. Moi, je suis formé scientifiquement, je parle donc des faits. Et ce que je viens de vous raconter sur la longue marche de la transformation de ce pays, qui s'est fait dans la douleur, avec des cicatrices, avec des pertes de vie humaine. Voyez-vous, moi je n'ai pas vu beaucoup de gens venir à la rescousse sur cela. Et donc, si malgré ça, certains pensent que Masra serait le candidat, vous savez, moi j'ai étudié, comme je l'ai souvent rappelé, de ce côté-là, en partie, mais j'ai décidé de rentrer au pays. Savez-vous, le jour où je quittais la France pour entrer, pour travailler à la Banque africaine de développement, j'avais un titre de séjour dont la validité était encore de 11 mois. J'ai remis au policier à l'aéroport. Je lui ai dit, je suis en train de partir à l'Afrique, vous pouvez garder. Il me dit, mais si vous partez, que ça ne marche pas et vous devez revenir, comment vous allez faire? J'ai dit, non, je trouverai une solution. Je pars en Afrique et définitivement. Je suis allé à l'Afrique par la Banque africaine de développement et je suis arrivé au Tchad, où je vais être définitivement jusqu'à la fin de ma vie parce que je veux contribuer à changer la vie des Tchadiens et des Tchadiens. Donc je suis un patriote, un panafricaniste, convaincu que les solutions à nos problèmes se trouvent entre nos mains, ici. Mais je suis aussi ouvert au monde pour travailler avec tout le monde entier, sans naïveté, en défendant les intérêts du Tchad et de l'Afrique. Ça, c'est moi, ça. Et ça, c'est le type de vision que j'entends
implémenter pour l'avenir. Et donc, c'est avec cette perspective-là que nous allons malheureusement, il ne nous reste plus assez de temps avec vous. On ferait 3 heures d'émission, que ça ne suffirait pas. Je voudrais quand même, pour sortir, qu'on revienne au Tchad, puisque c'est le but de l'exercice, et puis je vous donnerai la parole pour un mot de fin. Mais ma dernière question concernant le Tchad, on va faire un peu de la futurologie, ou si vous voulez, de la prospective. Les élections sont terminées. Succès Masra n'est pas élu président, c'est plutôt Déby qui est élu président. 2 questions. Accepterez-vous les résultats, puisque d'une manière ou d'une autre, vous contribuez à l'organisation des élections? Et la deuxième question, si jamais Déby est élu et qu'il décide de vous maintenir ou de vous renommer comme Premier ministre, est-ce que vous l'accepterez? Partons de l'hypothèse la plus probable, c'est que je gagne au premier tour. Et si je gagne au premier tour, je ferai de la place au président Déby, président de transition actuellement, à mes côtés, pour nous aider, par exemple, à transformer nos forces de défense et sécurité. C'est la proposition que j'ai faite à son père. Le maréchal, paix à son âme, il ne m'a pas écouté. Il voulait absolument faire le 6e mandat. Je lui fais la même proposition. Parce qu'on aura besoin de rassembler tout le monde. Moi, je suis candidat pour repenser les plaies, pour rassembler, pour réconcilier, pour travailler avec l'ensemble des Tchadiens et des Tchadiennes. Vous savez, le maréchal, paix à son âme, du haut de ses 30 ans d'expérience, n'a jamais voulu m'affronter à une élection parce qu'il savait que j'allais gagner dans les urnes. Et aujourd'hui, nous avons créé les conditions pour que le projet de société majoritaire dans ce pays que je porte, de justice et d'égalité, soit aujourd'hui au rendez-vous. Est-ce que vous accepterez les résultats s'ils ne vous sont pas favorables? Et la perspective que je vois là, nous allons gagner. Et on s'est engagés tous à ce que l'armée se rangera du côté de celui qui va gagner. Que celui qui gagne aura l'intelligence nécessaire pour travailler avec tout le monde. Moi, je travaille avec tout le monde, y compris ceux qui ont piloté, qui ont contribué au pilotage de l'avion de la transition jusqu'à aujourd'hui. J'aurai besoin d'eux pour demain. Et donc, c'est un Tchad réconcilié, pacifié, ouvert sur l'avenir que je voudrais offrir à tout le monde. Et donc, l'enjeu, il va être celui-là. Et c'est dans cette perspective-là, totalement démocrate, totalement ouvert, que nous allons avancer. Et donc, c'est sur ce chemin-là que je voudrais inviter les Tchadiens et Tchadiens à regarder l'avenir. Vous avez de l'expérience, moi aussi. Répondez à mes questions, vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous accepterez les résultats des urnes s'ils ne vous sont pas favorables? C'est une question simple. Je suis un démocrate. Je suis un démocrate. Totalement démocrate. Je crois dans la démocratie. Et si les Tchadiens me disaient que ma copie n'est pas bonne et qu'il faut revenir, je l'accepterais. Mais bon, là, vous avez répondu à la première. La perspective la plus plausible aujourd'hui. Je suis d'accord, voilà. Ça c'est vos voilà, donc, politique. Il était important. Moi, je vous ai posé la question. La deuxième, maintenant, j'aimerais la réponse. J'ai préféré vous amener sur l'essentiel plutôt que sur l'anecdotique. La deuxième, est-ce que vous accepterez d'être à nouveau le Premier ministre de Déby si jamais il est élu? Vous savez, moi, mon engagement politique, ce n'est pas pour un poste de responsabilité. C'est d'abord pour servir le pays et avoir les leviers pour servir le pays. Aujourd'hui, si je me suis présenté devant le peuple, c'est parce que le peuple a reconnu que mon projet de société est le meilleur. Tout le monde l'a dit. La question que on attendra le verdict des urnes. C'est les urnes qui vont se prononcer. La question que les Tchadiens se posaient, c'est est-ce que j'aurai suffisamment de temps pour l'appliquer dans tout le pays? Et les leviers pour agir. Je viens de demander 5 ans pour appliquer ce qu'ils considèrent, sauf un peuple schizophrène, pourrait s'auto-flageller en disant le projet est meilleur, mais je ne veux pas du temps pour appliquer. Donc, je fais confiance à ce peuple, 1, pour me donner le temps, et 2, les leviers, les finances, l'armée, les affaires étrangères, c'est du ressort des pouvoirs régaliens d'un chef d'État, avec un grand projet approuvé par tout le monde. Avec 5 ans et les leviers, nous allons accélérer la transformation de ce pays-là. C'est ça la perspective que je vois. Alors, je retiens que vous ne voulez pas répondre à cette autre question. Parce que je suis convaincu que nous allons gagner. Je vais vous permettre justement de regarder vos caméras et de dire un mot de fin aux Tchadiens qui nous regardent, mais surtout aux Africains également qui nous regardent, parce que comme vous le savez, ce qui se passe au Tchad aujourd'hui intéresse au-delà du Tchad, et ils sont curieux également de savoir qu'est-ce que vous pensez. Vous avez la parole pour votre mot de fin. Aux Tchadiens, aux Tchadiennes, mes chers compatriotes, vous me connaissez. Vous connaissez mon intérêt pour ce pays, pour ce peuple, pour votre vie, pour notre vie, pour l'avenir de notre pays. J'ai mes défauts, mais je sais vous faire confiance de distinguer dans ces défauts un engagement. Je suis ce Tchadien ordinaire qui veut avec vous bâtir un destin extraordinaire à notre pays. Vous savez, ce destin que nos pères et nos mères fondateurs nous ont promis. Tes voisins admireront tes enfants. C'est ça que nous devons transformer en réalité. Tout s'est bâti grâce à vous, votre courage,
Le projet que je porte est un projet au pluriel, dès le début, avec un nom au pluriel, les transformateurs. Aujourd'hui, à la tête d'une coalition, justice et égalité. C'est avec vous que ça se fera. Il ne s'agit pas de Masra, il s'agit de notre dignité collective. Et vous savez, justice plus égalité, c'est la dignité pour chacun et chacune de nous. Et vous savez aussi que si je veux élever l'éducation au rang de première priorité, ce n'est pas pour faire un diplôme de plus, moi, mais c'est pour laisser à la future génération les outils, les armes pour s'inventer un avenir. Et donc, aidez-moi à aider ce pays-là pour qu'ensemble nous puissions faire ce saut qualitatif-là et prendre le prochain vol-là dans lequel j'ai envie que chaque Tchadien voyage en première classe et qu'il n'y ait pas de Tchadiens de première catégorie, de deuxième, de troisième, de quatrième catégorie. Et ce projet-là, il est le vôtre parce que nous l'avons co-construit ensemble sur 6 ans. Aux Africains que vous me suivez, je voudrais vous dire, mon intime conviction, c'est que l'Afrique du XXIe siècle doit être une Afrique décomplexée, qui est capable de se prendre en main, qui n'a pas besoin d'être lu en miroir d'un autre pays. Et mon engagement, ce n'est pas pour remplacer le drapeau d'un pays colonisateur, ancien colonisateur, par un autre pays qui viendrait encore coloniser. Nous devons être capables de gérer nos monnaies, de gérer nos armées, de gérer notre éducation, ce qui rentre dans notre état d'esprit, notre propre histoire, comment elle est racontée, de nous assurer que ce que nous mangeons, nous n'importions pas. Tout ça, ce sont des éléments de base d'une indépendance. Et ça, je voudrais que nous le fassions sans être dans l'émotion, être stratège aussi, être méthodique aussi, être patient aussi, aller étape par étape aussi, de manière à ce que, comme le dirait quelqu'un, un pas puis un autre pas et tenir pour gagner chaque pas. Voyez-vous? Et donc, nous devons aussi, dans cette quête-là d'avenir, ne pas nous tromper. Et je peux parfois entendre la tentation de dire, ben tiens, pour se libérer d'un joug, il faut porter un autre joug. Non, non, il ne faut pas remplacer un joug par un autre joug. Ça, c'est la perspective que nous devons avoir ensemble. Et donc, sur ce chemin-là, j'aurai toujours à cœur de vous retrouver. Et plus nous aurons des dirigeants serviteurs dans nos différents pays, et nous travaillerons ensemble, mieux nous allons être forts. L'avenir de l'Afrique, ce n'est pas dans le saucissonnement, c'est dans ensemble. C'est ensemble que nous allons y arriver. Et donc, faisons des monnaies, pas nationales, faisons des monnaies sous-régionales. Faisons des armées, pas nationales, des armées sous-régionales. Organisons des luttes contre le terrorisme, etc., de manière régionale. Ayons des perspectives d'éducation, des budgets. Nous entendons tous à l'Union africaine de consacrer, par exemple, 30% du budget de chaque pays à l'éducation. Ça, c'est des choses que nous pouvons être capables de faire. Ça, c'est le panafricanisme agissant, porter sur des projets dans lesquels je crois. C'est cette perspective-là que j'ai envie de construire avec vous, et tout en vous remerciant parce que vous avez été là aussi. Parfois par vos critiques, parfois par vos analyses, par vos demandes insistantes sur des sujets précis, vous m'avez amené aussi à préciser, à dire de façon plus audible un certain nombre de choses. Donc tout ça, je crois que c'est dans le bon sens, mais avançons en étant capables de ne pas donner raison à ceux qui pensent que la raison serait Hélène et que l'émotion serait dans nos tropiques. Nous devons être stratèges et être capables de gagner ces batailles-là avec méthode. Voilà la perspective que je voudrais voir avec vous. Succès, Masra, merci. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. C'était un réel plaisir d'être à votre compagnie. Prenons rendez-vous très prochainement, toujours sur Vox Africa, avec un autre candidat à cette élection présidentielle tchadienne. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous.